Bonsoir à tous, de retour dans cette émission sous les projecteurs sur la Lucarne Web TV de gabonactu.com, une tribune d'expression conçue et mise à la disposition des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ou de leurs représentants, des leaders des partis politiques ou acteurs de la société civile, bref, mise à la disposition de tous ceux pour qui le Gabon compte et tous ceux qui portent un projet pour le développement de ce pays. Nous allons nous donner quelques raisons d'espérer pour le prochain septennat qui va s'ouvrir après la présidentielle du 12 avril prochain, notamment à travers le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema intitulé « Bâtissant l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». Et nous allons avoir certainement les raisons de rêver avec un de ses porte-paroles officiels, pour ne pas le citer, Geoffroy Fumbula Libeka Makosso, député de la transition, acteur de la société civile et connu dans une autre vie dans le cadre du COPIL citoyen. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Je lis, vous êtes bel et bien porte-parole officiel de Brice Clotaire Oligui Nguema, je ne me suis pas trompé. Exact, un des 27 porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Entre-temps, vous avez fait la paix, parce qu'on a constaté qu'il y avait quelquefois quelques bisbilles entre vous deux. Ah non, mais il n'y a jamais eu de discorde, sauf que chacun joue effectivement le rôle qui est le sien. Moi, je suis parlementaire, en plus d'être acteur de la société civile. Et dans ce sens, quoi qu'ayant été nommé par le président de la transition, qui est patron de l'exécutif, lorsque, par exemple, je me rends compte que certains textes pris par l'exécutif, notamment par le président, ne sont pas en phase avec ce que je définis comme étant une norme. Je me dois de jouer mon rôle de parlementaire, par exemple, en tant que citoyen, de les attaquer à la Cour constitutionnelle, même si il est gênant et ça peut donner cette impression que je sois le seul à le faire et donner le sentiment qu'on a des accords. Non, c'est simplement le fonctionnement et l'indépendance des pouvoirs auxquels moi je crois, que j'affirme à travers ce genre d'initiative et d'action. Vous vous êtes parlé, vous vous êtes compris. Si je suis aujourd'hui son porte-parole, c'est la preuve qu'il compte bel et bien sur ma personne et qu'il m'émissionne justement pour pouvoir répondre à certaines préoccupations liées au projet de société qu'il porte. Nous, et avec nous, toutes les populations gabonaises voudraient avoir des raisons d'espérer pour le prochain septennat, notamment en comptant sur votre candidat à travers son projet de société. Mais dites-nous, avant de mettre le pied dans le plat, dans quelle situation votre candidat a trouvé le pays au soir du coup d'État du 30 août 2023? Un résumé qui est tout simple. Lorsque notre candidat arrive au 30 août 2023, la première situation qu'il trouve, c'est qu'on s'apprête à commettre un autre bain de sang, comme celui de 2016, parce que vous avez pu constater, on a tous lu les résultats qui avaient été annoncés par Stéphane Banda à l'époque, président du CGE, donnant Ali Bongo vainqueur face à Albert Ondo-Ossa. Le Centre Gabonais des élections. Le Centre Gabonais des élections, exact. Alors que l'opinion nationale et internationale, la ferveur populaire, savait que c'est le candidat d'alternance, soutenu notamment par le COPIL citoyen et plusieurs partis politiques, qu'il avait remporté. Donc c'est le premier fait. Là, c'était pour éviter justement ceux qui pouvaient se dessiner comme étant un nouveau bain humain, parce que les Gabonais ont suffisamment payé de leur vie au cours des précédents cycles électoraux. Sur le plan économique, le président de la transition et ses frères d'armes trouvent un pays qui est super endetté, 7 280 milliards de dettes. Vous ne l'avez pas désendetté. Tout en rappelant 7 500 milliards. Non, là maintenant il faudra apporter des chiffres. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des chiffres que nous avons, confortés notamment par les bailleurs de fonds. Nous sommes aujourd'hui à 7 080 milliards. C'est-à-dire qu'en 18 mois, nous sommes passés de 7 280 milliards à 7 080 milliards, tout en précisant que depuis 2009, où la dette est à 1 300 milliards, pour atteindre 7 280 milliards en 2023 au moment du coup d'État, cette dette a toujours connu une tendance haussière. C'est la toute première fois, en 14 ans, 15 ans, que la dette sous l'OCTRI commence à connaître une tendance baissière, même si elle n'est que de 200 milliards, mais c'est déjà ça. Donc ça, c'est l'une des situations. Nous avons trouvé, lorsqu'ils arrivent, un gel au niveau du recrutement de la fonction publique de plus de 10 ans. Ils ont trouvé plus de 10 ans d'attente de paiement des rappels pour les fonctionnaires. Nous avons trouvé un réseau routier qui était défaillant malgré les milliards mobilisés par ceux qui étaient en responsabilité en ce temps. Nous avons trouvé le réseau routier, j'entends par là, de même qu'un réseau électrique
et une desserte en eau qui était totalement défectueuse. Les coupures et les délestages ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'une des entreprises, pour ne pas la citer, faire de la publicité que vous connaissez, a été installée au Gabon, s'est installée au Gabon dans les années 2000 pour pouvoir mettre à contribution ces générateurs. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé, mais les efforts sont quand même consentis. Vous avez pu voir que sous l'OCETRI, il y a eu la volonté à travers des groupes électrogènes de répondre urgemment à la question énergétique, en plus de ce qui vient de se faire à travers K-Powership, donc ce bateau flottant qui aujourd'hui permet de fournir en électricité. Ça n'a pas beaucoup changé. Je pense quand même que, contrairement à il y a un mois, on peut quand même ensemble reconnaître que les coupures qui n'ont pas cessé ont quand même considérablement diminué. On vous le concède. Voilà. Non, c'est un constat. Moi, ce que vous me dites que là, on parle sur les faits. Je profite parce que, voilà. On vous le concède. Merci bien. Donc, voilà l'une des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Sur le plan de la formation, nous avons trouvé un système de formation qui était essentiellement classique, orienté vers les formations que vous connaissez du tertiaire, philosophie, comptabilité, finance, alors que la demande était plus technique, malheureusement. Donc, on n'a pas eu à vraiment réaliser et à perfectionner le principe de l'adéquation formation-entrepreneuriat. On a même amené les Gabonais à un moment donné à comprendre que faire des activités commerciales comme le taxi était réducteur parce qu'ils étaient diplômés. Vous avez vu qu'aujourd'hui, en 18 mois, la mentalité, la perception, elle a changé. Les Gabonais s'y plaisent, peu importe leur diplôme, aujourd'hui de devenir chauffeurs de taxi dans leur propre pays, alors que pendant longtemps, on a toujours fait croire que c'était des métiers réservés à ceux qui avaient raté leur vie et surtout réservés à nos frères expatriés. Donc il y a tout ça, il y a ce contexte-là qui a été trouvé. Il y a beaucoup d'éléments, c'est nombreux, mais je ne vais pas monopoliser la parole, c'est tellement long, à ne vous citer que les éléments qui constituent le contexte dans lequel le pays, le Gabon, le président de la transition a trouvé le Gabon, tout en quand même, je vais quand même insister sur un dernier élément qui est important. C'était notre dignité qui était remise en cause. Parce que malheureusement, ils arrivent dans un contexte où bon nombre de nos frères expatriés à qui on a offert l'hospitalité, on n'a rien contre, se retrouvaient être ceux qui décidaient au plus haut sommet de l'État, dans les directions des entreprises. Vous m'avez vu en ce temps descendre sur le terrain lorsqu'il était question de nommer Ousmane Cissé à la SEG. Je ne pouvais pas comprendre en disant qu'on a des compétences au Gabon, comment prendre un expatrié pour venir gérer la première entreprise gabonaise en matière de distribution d'eau et d'électricité. Pas besoin de vous rappeler que c'était un jeune compatriote, je veux le dire comme tel, parce qu'il a acquis la nationalité, qui était le DCA du président de la République en fonction, qui était particulièrement le principal ordonnateur. Moi-même, j'ai eu à avoir une confrontation avec ce dernier sur les questions Covid au sein de la présidence, parce qu'il m'avait fait appel, pensant peut-être m'intimider ou peut-être me corrompre. Et ce jour, on a eu un débat qui était assez houleux. Il m'avait réservé 5 minutes. Les 5 minutes s'étaient transformées en près de 45 minutes et c'est moi qui ai dû interrompre le débat en lui rappelant sa responsabilité. Croyez-vous que ce sont eux véritablement qui décidaient pour le Gabon à cette époque? Les faits le démontrent à suffisance. Toutes les institutions étaient bel et bien dirigées par des... Mais toutes les institutions, malheureusement, oui, elles le sont. Mais là également, il faut comprendre, il y a un manque de patriotisme. Même les cordons de la bourse étaient tenus par des citoyens gabonais. Oui, ce que je suis en train de dire, il y a un côté patriotisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cultivé cette peur d'être redevable au pays. Et on a plus cultivé la redevabilité envers les hommes qui nous nommaient. Nous, par exemple, on a pu suivre dans le cas de la Covid. Mais l'action, par exemple, qu'on nous a menée avec le COPIL était une action salutaire. Mais beaucoup de Gabonais ne voulaient pas s'engager, même signer une pétition. Le langage qu'on vous donnait, c'était le suivant. Non, monsieur Foumbla, on est avec vous, on prie, on vous soutient. Mais vous savez, quand on va signer là, après, on va se retrouver à la DGR, ainsi de suite, on a des familles. Donc, on a une population qui n'était pas prête à se sacrifier. Bon, on ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas demander à tout le monde d'être suicidaire en ce temps, comme nous l'étions. Mais malheureusement, c'est ça, les responsabilités, effectivement, sont partagées entre une absence de patriotisme qu'on peut encore percevoir même en période de transition, de nos propres compatriotes et cette volonté de nos frères expatriés de vouloir reprendre le contrôle de notre pays. Tout ça a été arrêté, Dieu merci, un 30 août 2023 par
les Votre militaires. champion. Alors, vous venez de peindre là un tableau pour le moins sombre, un décor pour le moins lugubre de la situation du Gabon, plus ou moins sur tous les plans, hein, au 30 août 2023. 19 mois après, quel est le bilan qu'on peut en faire? Alors, le bilan qu'on peut en faire, on va le situer en 3 pôles. Il y a ce qui relève des engagements solennels et il y a ce qui relève effectivement des engagements qui sont pris dans le fonctionnement régulier d'un État. Si vous permettez, parce que j'ai pris des notes, je vais les lire parce qu'il nous faut être le plus factuel possible. Voyez-vous, le 4 septembre 2023, le président de la transition désigné par ses pairs militaires conformément à la charte prête serment. Et à l'issue de ce serment, le président de la transition délivre un discours d'investiture. Dans ce discours d'investiture, le président de la transition prend 17 engagements. Au nombre de ces 17 engagements, 12 sont réalisés, 4 sont partiellement ou en cours de réalisation, je m'explique. 2 qui sont en cours de réalisation, on compte l'organisation de l'élection présidentielle qui se fait présentement, et on compte également la restauration des institutions qui va se faire, parce que après l'ensemble des élections. Après l'ensemble des élections. Ce qui a été partiellement réalisé parmi les 17 engagements, il y a la question sur l'engagement du président sur la nationalité, revoir le code de nationalité, partiellement réalisé parce que l'Assemblée nationale est présentement en enquête sur le code de nationalité. Il avait été également engagé sur les questions du foncier. C'est en cours parce que l'Assemblée nationale a une mission d'enquête parlementaire, une mission d'enquête sur l'habitat. Donc ces 2 instruments, ces 2 missions vont permettre d'aboutir à des recommandations pour la rédaction d'un nouveau code de nationalité, d'une part, et pour la rédaction d'un code sur le foncier. Donc sur les 17 engagements, voilà ce qui a été pris et respecté par mon candidat. De l'autre côté, de façon officielle, là c'est plus le président, mais c'est maintenant le comité pour la transition et la restauration de l'institution qui a fixé 8 missions. Et sur les 8 missions, nous avons exactement 75% qui ont été réalisées. Elles sont au nombre de 5. Vous permettez que je vous les cite. Allez-y. Alors, au nombre des missions réalisées, refonder l'État à travers la Constitution et tout ce qui s'ensuit. Préserver l'intégrité du territoire. Notre territoire n'a jamais été violé pendant toute la transition. Organiser l'élection. Non plus avant, on peut le dire. Donc, ils ont maintenu. Organiser l'élection libre et transparente. Le code électoral garantit la transparence en matière d'élection. Et c'est encore plus vivant dans le cas de cette élection parce que c'est la première élection. Le code électoral est très chahuté. Oui, comme tous les textes, même à votre niveau, le code de la communication est toujours chahuté. Il n'y a rien de parfait. Donc, votre affirmation peut paraître relative. Elle est relative selon la perception des uns et des autres. Très bien. Mais pour le commun, le plus grand nombre des Gabonais qui a adopté ce code électoral. Beaucoup de Gabonais, beaucoup d'acteurs de la société civile et même des partis politiques avaient souhaité quand même qu'il y ait un redécoupage électoral. Oui, justement. Ça n'a pas été fait. Justement, le redécoupage électoral ne peut pas se faire en période de transition. Parce que soit on prolonge la transition pour revoir tout le mécanisme, parce qu'ils se sont engagés sur 2 ans. Ils auraient pu faire comme d'autres pays en transition, décider d'aller au-delà. Mais je pense que... Le dialogue national l'avait autorisé. Non, le dialogue national ne l'a pas autorisé, il l'a recommandé. De glisser le calendrier de la transition au moins sur 1 an. Oui, 1 an en plus. Mais je pense que... Donc c'était faisable. Non, c'était une option. Une option, une option peut être acceptée, tout comme elle peut ne pas l'être, mais je pense que dans l'esprit des autorités de la transition... Vous avez choisi de maintenir la période de... Ils ont choisi d'être fidèles. Maximum 2 ans. Exact. On vous le conseille. Dès leur engagement. Allez-y. Donc, on a l'organisation d'élections libres et transparentes. Vous voyez, c'est la première fois dans le cas des élections, par exemple, que des candidats circulent librement sur l'ensemble du territoire. On n'a pas besoin de faire des commentaires dessus. Vous savez comment les élections se passaient précédemment pour les autres candidats. On sait aussi comment ça a commencé. Il y a des candidats qui ont été pourchassés. Exact. Mais là, c'était en période non électorale. Il faut reconnaître que en pré-campagne. En pré-campagne, si on peut le dire, ça s'est passé un cas isolé. Je pense à des entraves. C'était le seul sur l'ensemble des candidats. Pour des raisons personnelles, on ne sait pas, mais ça ne peut pas être imputable tant à ses adversaires qui ne sont pas forcément le mien, ou bien à mon candidat. Mais non, il y a eu l'élaboration d'une nouvelle constitution, la culture de la bonne
gouvernance, la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, le renforcement de l'indépendance de la justice et des engagements en matière de réforme majeure. Ce qui nous permet effectivement, sur ces engagements, d'identifier celles qui ont été réalisées. Donc, on a la refondation, on a la préservation de l'intégrité, l'organisation des élections, l'élaboration d'une nouvelle constitution comme c'est le cas, la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques et des engagements majeurs pris. Cependant, ce qui a été partiellement réalisé, ce sur quoi effectivement on peut beaucoup polémiquer, c'est la mission 5, la culture d'une bonne gouvernance. Parce que malheureusement, vous avez pu le constater, on a pendant la transition observé plusieurs changements de gouvernement. On a vu beaucoup de directeurs généraux qui ont été démis de leurs fonctions pour des faits de malversation, mal-gouvernance. Donc on ne peut pas considérer cette mission comme ayant été totalement accomplie par le CETRI, même si certaines actions confortent la volonté justement des autorités à avoir atteint cette bonne gouvernance, notamment au niveau du budget, qui a été mieux structuré. Il y a eu également le renforcement de l'indépendance de la justice, sur laquelle on peut, un aspect sur lequel on peut également discuter, pendant qu'on ne peut pas considérer à mon niveau, à notre niveau, comme étant totalement accompli, parce que dans tous les pays du monde, vous conviendrez avec moi, les questions de justice ne pourront jamais trouver satisfaction. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut effectivement caresser dans le sens du poil par rapport à certains manquements observés. On a vu par exemple au début de la transition, lorsqu'il y avait le couvre-feu, des agents de forces de sécurité et de défense abusaient justement de leur autorité. On a vu, on a entendu leurs confrères, même leurs collègues agents, torturés dans les locaux du B2, ce qui a poussé justement le président de la transition à faire œuvre d'exemplarité en démettant tous ses collègues à l'époque du B2, ses frères d'armes, pour changer la direction du fait d'avoir constaté des faits au sein de cette entité. Sur cette question de la justice, permettez-moi de vous arrêter un instant, monsieur Fumbola Libeka Makosso. Croyez-vous qu'il est sain, il est juste et bon d'avoir le chef de l'exécutif comme chef de la magistrature? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi d'abord il est le chef de la magistrature. Deuxièmement, est-ce que c'est un fait qui est propre au Gabon? Je vous prends des cas. En Afrique centrale, en Afrique de façon générale, certains cas isolés, où un chef d'État n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, à mes souvenirs à la Côte d'Ivoire où le président Alassane s'est dégagé de cette fonction, je pense en 2016 ou 2017, et en France, ce n'est que sous Sarkozy qui s'est dégagé de cette fonction. En fait, le principe, dans tous les autres pays, vous prenez le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? Parce qu'il est le chef suprême. Et c'est pour ça qu'on dit l'élection présidentielle est la course à la magistrature suprême. Il est le magistrat suprême. Le président de la République et l'institution, par exemple, est le seul qui, à travers une grâce présidentielle, peut libérer des personnes condamnées par le pouvoir judiciaire. C'est en ce sens que partout dans le monde, on va le dire comme tel, un peu partout dans le monde, le président, le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature en sa qualité de magistrat suprême. Mais il peut également décider dans la pratique. Est-ce que réellement c'est la bonne pratique qu'il faut adopter? Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas lieu de craindre que justement le chef de l'exécutif se trompe de porte en allant dans la magistrature et vice-versa. D'accord. On a un cas, je prends un cas simple, récemment au Sénégal. Macky Sall a toujours été président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'a pas empêché aux magistrats, par exemple, de la Cour constitutionnelle, de refuser le vœu de Macky Sall de reporter les élections pour mieux se préparer, ainsi de suite. Vous croyez que cette indépendance... Mais non, c'est une question d'homme. Vous croyez que cette indépendance d'esprit peut... Ce sont les hommes, ce n'est même pas le président. Ce sont les hommes. Je vous prends un cas simple. Parlons de la magistrature. Vous m'avez suivi un passé récent faire de nombreuses descentes au niveau du ministère de la Justice et même au niveau de l'École supérieure de la magistrature. Parce que, au cours d'un concours, un étudiant, un candidat ayant obtenu 7 sur 20, recalé au premier tour, le fait qu'il était militant du PDG a été admis à l'École de la magistrature. Vous n'avez entendu aucun syndicat des magistrats s'indigner. Vous n'avez pas entendu le ministère de la Justice s'indigner. Vous n'avez pas entendu l'école de la magistrature le rejeter. Vous voyez un peu.
C'est pour ça en fait que c'est une question d'homme. Si déjà au sein des corporations, lorsqu'il est reconnu notoirement que des personnes accèdent de façon frauduleuse et sans mérite, et que les magistrats qui sont censés incarner l'impartialité et la justice acceptent de les former, et à la fin de leur formation, donner la tauge à ces individus pour qu'ils rendent justice au nom du peuple gabonais. Que peut faire un chef d'État du moment où les mêmes magistrats revendiquent la séparation des pouvoirs? Donc c'est une question d'homme et de responsabilité. Revenons donc au fil de nos discussions en parlant des acquis de la transition sur le plan social, sur le plan économique. Que peut-on retenir? Mais tout le contraire de ce que je vous ai cité en matière de situation trouvée. On a aujourd'hui une dette qui, pour la première fois depuis pratiquement 15 ans, commence à connaître sa première tendance baissière. On a, du point de vue social, des situations qui ont trouvé solution, le dégel des recrutements à la fonction publique, même si, il faut le reconnaître, avec toujours les mêmes pratiques, les fraudes qui n'en finissent pas, que l'on condamne, le favoritisme, malheureusement, qu'on ne souhaitait pas voir en transition, mais que l'on observe, chose qui ne peut pas être imputable à mon candidat, mais on peut dire de façon indirecte, parce que c'est lui, effectivement, qui nomme ces personnes à ces différentes responsabilités. On a le paiement des rappels, c'est le cas aujourd'hui. On a le paiement des bourses aux élèves. Du point de vue social, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Je prends l'une des les plus connues, notamment Taxigab aujourd'hui, qui plus de 800 taxis en circulation. Sans doute le projet le plus emblématique mené par la transition. Mené par la transition, le plus visible également, parce que c'est une solution directe à la question du chômage. On a au niveau législatif des textes qui ont été la véritable réforme. Je vous prends le cas de la Commission nationale des droits de l'homme, qui était la commission la plus pauvre, la plus négligée de toutes les commissions, quoique étant la plus importante dans tous les pays du monde. Le premier texte que le gouvernement, que le président de la transition envoie au Parlement de la transition, c'est le texte qui porte sur la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme. Parce que l'ambition est de donner de la place à ceux qui sont censés garantir nos droits de l'homme. Ce texte que nous avons adopté élève quasiment aujourd'hui ceux qui vont être nommés et recrutés au rang pratiquement de juges constitutionnels avec des avantages qu'ils n'imaginaient pas, avec une immunité qu'ils n'avaient quasiment pas. Et l'autre mécanisme qui est intéressant, c'est que dorénavant, ce ne sera plus par des nominations, mais ils seront choisis. Choisis par qui? Par le Parlement. Là, ils ont déposé le dossier au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice va transmettre les dossiers de ceux qui veulent être dans cette commission au Parlement. C'est le Parlement qui va analyser les dossiers, qui va retenir les dossiers des membres de cette commission, et ils viendront prêter serment devant le bureau du Parlement de l'Assemblée nationale, comme pour dire que dorénavant, les questions de droits de l'homme, ils doivent répondre au peuple. Et dans cette loi qui a été modifiée, dorénavant, ceux qui sont membres de cette commission peuvent à tout moment, à toute heure, à tout instant, sans avoir bénéficié d'une autorisation quelconque, accéder dans les milieux carcéraux pour voir comment vivent les détenus. Donc, ce sont des choses qu'on n'avait par exemple jamais imaginées dans notre pays, mais qui constituent aujourd'hui pour nous des acquis, en plus de la Constitution qui a été adoptée, en plus du Code électoral qui a été adopté, en plus effectivement d'autres projets liés justement à la santé, mais surtout à la dignité des Gabonais. On a repris le contrôle de notre espace aérien à travers Fly Gabon et le rachat d'Afrijet. On a repris le contrôle de notre domaine pétrolier parce qu'aujourd'hui, avec l'achat de Tullow, dernièrement, ça nous positionne comme étant quand même l'un des premiers à exploiter pour la première fois depuis que le Gabon existe notre pétrole, être leader dans ce domaine-là. On a peut-être encore, on traîne encore un peu la jambe sur le volet maritime, parce que pas besoin de rappeler que l'un de nos fleurons, qui est la SNI, a été confié à un opérateur privé international, quoi qu'étant africain, donc Ebomaf. On espère que sous peu, c'est un opérateur gabonais qui viendra récupérer. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de l'éducation, mais il n'y a pas que le CETRI, il y a également les relais du CETRI que nous sommes. Moi-même, en tant que relais du CETRI, j'ai eu à rénover l'école de mon quartier, on va dire ça comme ça, de Kingele, en dotant
cet établissement d'une salle informatique et d'une couverture Internet, c'est le soutien au CETRI. Le même exercice a été fait dans l'école publique de Bellevue, construite en 78, qui n'avait jamais été rénovée. L'école était dans l'eau noire, aujourd'hui elle est éclairée, il n'y avait pas d'eau, les enfants ont l'eau, il y a une salle informatique de 30 ordinateurs couverts en Internet. Donc nous-mêmes également, dans le cas des relais, pour la première fois depuis que les chefferies existent, j'ai eu effectivement à doter ces chefferies d'un siège, leur premier siège, pour nos chefs de quartier. Ils n'en avaient jamais eu. Ce sont autant d'actions. Et pour finir avec certaines actions qui ne sont peut-être pas toutes officielles, mais comme pour éviter en période de campagne toute mauvaise interprétation, je vais quand même mettre en avant certaines indiscrétions. On a des actions qui ont été menées. On parle des événements de 2016, les crises post-électorales, les victimes de 2016. Beaucoup de candidats, aujourd'hui, en parlent. Ils s'approprient ce dossier. Mais ces victimes, j'ai reçu instruction du chef de l'État de les accompagner. Ce collectif est devenu l'association Réconciliation. En quelle qualité? Vous n'êtes pas une institution. En tant qu'acteur civique. En tant que relais, comme je l'ai dit. Parce que c'est une problématique que j'ai portée. Le chef de l'État ne peut pas s'engager sur tout. C'est une problématique portée. Il y a bien des institutions, des administrations pour le faire. Non, justement, j'arrive. Non, en matière d'accompagnement, cela ne serait relevé pour l'heure des institutions. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à côté des institutions, des actions sociales qui peuvent être palliatives. Et nous, en tant que relais, on se doit également d'apporter notre appui sur une problématique qui tient à cœur au chef de l'État. L'une des victimes, par exemple, que vous avez vu, celui qui a perdu sa main et autres. Mais il y a des mécanismes de réparation, Justement, j'arrive. C'est un peu parce que le président de la République a été clair. Il faut bel et bien que l'on puisse mettre en place ces mécanismes de réparation et de dédommagement. Post-élection. Ça ne peut pas se faire pendant la transition. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, par exemple, que la situation de la Guinée sous Dadis Camara, le procès, vous connaissez le nombre d'années que ça a pris. Ça, c'est juste sur un seul fait. Ça a commencé au moins. Ça a commencé au moins, mais il n'était pas question de commencer quelque chose pendant la transition et de l'arrêter en cours. Parce que c'est un dossier. L'arrêter, l'État, c'est une continuité. Mais non, l'État n'est pas une continuité dans le sens où l'administration, c'est une continuité. J'arrive justement. Là, on parle d'un pouvoir de transition. Oui. C'est pas un pouvoir constitutionnel. Oui. Rien n'engage celui qui va venir et qui sera élu constitutionnellement de pouvoir poursuivre les chantiers d'une transition. C'est une transition, c'est une mesure exceptionnelle. N'engage que les personnes qui ont eu justement à gérer cette transition. Maintenant, ce que je suis en train de faire comprendre, le souhait effectivement au cas où mon candidat est élu, et je ne doute pas qu'il en soit ainsi, c'est qu'il aura le courage justement de mettre cette commission vérité et réconciliation. Et d'engager ce qu'il a commencé à faire du point de vue social. Cette commission, justement, il a commencé à le faire du point de vue social en prenant en charge certaines de ses victimes. Celui qui avait le bras, pendant 14 ans, il n'arrivait même pas à s'exprimer, il se cachait. Il est en Turquie aujourd'hui pour refaire son bras. Mais c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Pendant 14 ans, on l'a vu ici traîner partout. Aïcha, la pauvre présidente, je ne sais pas si vous avez couvert sa sortie lorsqu'elle a inauguré l'association, celle qu'on appelle l'infirmière du QG. Elle a fait son témoignage. Elle a été violée. Elle a été abusée, torturée. Elle était obligée de s'exiler au Cameroun. Mais elle retrouve la liberté de s'exprimer. C'est sous Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle a eu à faire un tour au Ghana pour répondre à une activité suite à l'appel d'une organisation internationale. Elle n'avait pas de passeport. C'est le même président qui a instruit que rapidement on livre, on fasse tout pour que cette jeune-là puisse porter la cause à l'international. Très bien. Ce sont des choses qui se font, mais pas... Non, il y a un travail qui se fait en sourdine, parce qu'en tant qu'acteur civique, ce sont des questions qui nous préoccupent, et on se bat à faire des plaidoyers, et on a un président qui est attentif. Très bien, monsieur le porte-parole du candidat Oligui Nguema, le temps joue déjà contre nous. Au pas de course, 2 dernières questions. Dites-nous alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'engager derrière votre candidat? Quelles sont les raisons d'espérer pour le prochain septennat avec Brice Clotaire Oligui Nguema? Quels sont ses atouts? D'accord. Premièrement, je vous dis quelque chose qui est simple. On a 8 candidats. On peut faire tout ce que l'on veut, parler, épiloguer. Le Gabon devra choisir un de ces 8 candidats le 12 avril. Dans les 8 candidats, nous en avons 3 politiques et appartenus au pouvoir déchu. Alain-Claude Bilibinze, Simplice Bongwere et Germain Iloko. Nous avons 4 qui n'ont pas d'expérience politique. C'est leur première
on va dire, premièrement, on a 2 qui étaient anciens candidats, mais des 4, c'est leur première véritable expérience politique. On n'a pas une expérience civique parce que vous ne les connaissez pas dans le cas de l'engagement pour dénoncer ce qui se faisait sous le régime Bongo. Ils étaient inconnus, qui viennent dans leur première expérience. Et le 8e, c'est celui qui a justement eu à réaliser le coup d'État. Voilà les profils de nos candidats. Et les Gabonais donc auront à choisir entre 4 candidats, un des 4 candidats dont les profils inconnus, mais qui était aussi dans le système. Justement, j'arrive. 3 ayant appartenu au pouvoir déchu, au pouvoir Bongo PDG, politiquement affirmé parce qu'ils ont la carte du PDG. Et 1, vous dites qu'il a appartenu au système. Mais de quel système parle-t-on? C'est comme si vous me dites aujourd'hui que mon agent de sécurité qui est avec moi, demain, vous avez dit non, il était membre du COPI citoyen, si j'étais responsable d'un parti politique, vous direz de lui que non, mais il appartenait au système. Non. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema gérait l'armée, ce sont des missions régaliennes. Ce n'est pas l'armée d'un système, c'est d'abord l'armée de la nation. Même si je conviens avec vous que cette armée a souvent été utilisée au bénéfice du système. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Et que la première fois que cette armée a refusé de tuer les Gabonais pour protéger les intérêts de ce système, c'est sous Brice Clotaire Oligui Nguema, que je rappelle que de 2009 à 2019, en décembre 2019, il avait été quasiment envoyé en exil. Il n'était pas au Gabon. Donc, il n'était pas dans les événements de 2009, pas dans les événements de 2016, parce que, semble-t-il, il ne s'accordait pas avec Ali Bongo sur sa façon de gérer le pays. En 2016. En 2016, il n'était pas là, puisqu'il a fait pratiquement 14 ans hors du Gabon. Il n'est revenu au Gabon qu'après l'AVC d'Ali Bongo en 2019, sur Brice Lacruche Alianga. Et voyez-vous, en 2020, il prend le commandement en chef de la GR. Pour la première fois qu'il a la tête d'une unité, la première chose qu'il arrive à réaliser pour la première élection sous son commandement, c'est de libérer le pays. A-t-il mal fait? Avec les autres. Avec les autres, justement, avec ses compagnons d'armes. C'est comme pour dire que... Qui était aux affaires militaires avant 2023. Vous allez dire, Ulrich Manfougou était peut-être, je ne sais pas, adjudant, bien capitaine. Il avait quelle responsabilité? La plupart de ces jeunes, si quelqu'un, au bout de 14 ans, a encore le grade de colonel, cela sous-entend que 14 ans avant, il n'avait quasiment aucune responsabilité. On ne peut pas le leur imputer. La plupart de ceux qui ont fait le coup d'État, ce sont des nouveaux généraux, ce sont des jeunes. Ce qui sous-entend qu'il y a 14 ans avant, ils n'étaient pas encore en responsabilité. Mais arrivant en responsabilité, ils ont eu le courage de le faire. Et c'est ce courage-là que nous partageons parce que nous ne sommes pas de l'armée. Vous avez vu que malgré le fait qu'on n'était pas de l'armée, on avait notre façon, nous, d'exprimer notre courage. Donc on estime qu'on a eu en face de nous des courageux. Nous partageons les valeurs de courage et c'est pour cela que, pour ces questions-là, de courage, mais aussi des actions déjà posées sur lesquelles nous avons discuté, notre candidat se présente comme étant le meilleur des candidats. Pas le candidat parfait, parce qu'il a aussi ses limites, vous l'avez fait constater, qu'on a quelquefois le sentiment que lui et moi, on ne s'accorde pas, mais c'est ainsi, le pays fonctionne ainsi. Ce sera là votre dernière intervention. Merci. Vous regardez la caméra là en face de vous. Dites donc aux électeurs qu'est-ce qu'ils devraient faire le 12 avril, ce que votre candidat vous a demandé de leur dire. Le 12 avril, il n'y a qu'une seule consigne de vote. C'est voter Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que c'est bon. C'est bon depuis le 30 août 2023. C'est bon depuis 19 mois. C'est bon pour les rappels. C'est bon pour le retour de la bourse aux étudiants. C'est bon pour les routes aujourd'hui qui commencent à être goudronnées. C'est bon pour le réseau aérien qui revient sous le contrôle du Gabon. C'est bon pour les sociétés pétrolières qui reviennent sous le contrôle du Gabon. C'est bon pour Gabon Actu qui nous reçoit aujourd'hui et qui peut, aujourd'hui, sans pression aucune, s'exprimer librement, sans pour autant qu'on dise oui, mais pourquoi... Voilà, donc en fait, je crois que c'est bon pour tout le monde. Même les caméras qui nous filment savent que c'est bon, et si elles avaient la capacité d'avoir une carte d'électeur, ces caméras auraient voté Brice Clotaire Oligui Nguema. Geoffroy Fumbula Libeka Makosso, c'était notre invité du jour dans le cadre de cette émission sous les projecteurs à travers la lucarne Web TV de GabonActu.com. Il nous a donné les raisons d'espérer pour le prochain septennat tel que défini dans le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ».
Nous allons nous retrouver très prochainement dans le cadre de cette même tribune qui est conçue, imaginée et mise à la disposition des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ou de leurs représentants, mais également de tous les leaders politiques, les acteurs de la société civile, tous ceux pour qui le Gabon compte. Merci et à très vite.